je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vini Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vini Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre moins 20 et moins 25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinidaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité. Bonjour, bienvenue sur Raisin d'être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Édouard de la maison EPC, maison de Champagne, fondateur. Donc, grand plaisir. Petite parenthèse avant de commencer cet épisode, on a la chance d'être sponsorisé aujourd'hui par la maison Lehmann. On en parlait tout à l'heure tous les deux. Vous travaillez aussi pas mal avec eux. Bien sûr, c'est un de nos partenaires de la toute première heure. Incroyable. Donc ça tombe quand même plutôt très bien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des verres dans lesquels on va pouvoir déguster la très belle bouteille que tu nous as gentiment rapportée, qui sont des verres de la collection signature L'Allemand, voilà, qui ont été faits avec Arnaud Lallemand, du coup, qui est à l'Assiette Champenoise à Reims, très grand restaurant 3 étoiles. Qui sont soufflés bouche et dont on aura tout le plaisir de déguster les qualités tout à l'heure lors de la dégustation. Les présentations ont été faites pour les verres. La deuxième chose à présenter, on va dire, c'est toi. Je te laisse peut-être faire une petite introduction. Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir ici. Enfin, je dirais même de nous accueillir, parce que je représente toute l'équipe et toute la maison EPC. Pour ma part, du coup, moi, je m'appelle Édouard, j'ai 32 ans. J'ai développé la maison EPC donc avec Camille et Jérôme, qui sont mes deux associés. Et on a commencé à travailler sur ce projet il y a quelques années. La première bouteille de champagne EPC a été commercialisée le 30 août 2019. Et aujourd'hui, on a un peu grandi, on va en parler, et à titre personnel, moi je suis champenois d'origine, mon père est viticulteur depuis 1987, mon grand-père l'était aussi, et a participé à la fondation d'une coopérative en 1967. Et pour autant, mon père après s'était détourné, parce que c'est malheureusement pas l'activité de tout le monde en Champagne d'être viticulteur à 100%, parce que ça s'est pas mal morcelé dans le temps. Oui. Les parcelles sont pas forcément assez grandes pour faire vivre des familles. Exactement, mais on avait toujours ce petit ancrage-là, et c'est ce qui m'a amené à, je pense, retourner à cette source-là et à développer la maison EPC, dans laquelle on s'éclate pas mal, et on a eu la chance, en plus de ça, de pouvoir un peu dupliquer le modèle, on y reviendra, sur la partie provençale. Oui. On a développé la maison Eau Rose en Provence, qui propose des vins rosés et bientôt un vin blanc. Génial. Donc, on en reparlera. Mais en tout cas, très heureux d'être ici. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, plaisir plus que partagé. Avant même, du coup, de parler de PC et de la fondation en 2019, comme tu disais, enfin en tout cas de la première sortie de la bouteille, parce que la fondation elle est sûrement un petit peu avant. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Du coup, tu as grandi en Champagne ou pas ? Non, alors moi ma mère vient de Picardie, mon père de Champagne, et moi j'ai grandi au nord de Paris, à côté de Chantilly, dans une ville qui s'appelle La Morlaix exactement, une petite ville, et donc j'ai fait toute ma vie là-bas. J'en ai eu qu'une maison dans la famille, et on l'a toujours, et donc moi ensuite de ça j'ai fait une école de commerce. C'est là où j'ai découvert un peu l'entrepreneuriat. J'ai développé un premier business avec un ami en Corse, qui est un truc assez particulier quand il pense, où on ne ciblait que les Corses et non pas les clients touristes, tu veux dire ? Pardon. Ouais. Et on avait fait venir un camion frigorifique du 77 sur un terrain d'un ami en Corse, et on faisait de la conception et que de la livraison de sushis. C'était avant les Uber Eats et les Deliveroo et compagnie. Et l'intérêt, c'est que du coup on surfait, les Corses achètent quand même pas mal de la nouveauté. Ça a été le premier business qu'on a développé, et on a fait ça pendant 2 étés, et ça m'a pas mal donné goût au développement. Ça, c'était en parallèle de tes études ou c'était, tu sais, entre quand t'as fini tes stages, après t'as un peu de vacances, etc. On faisait ça, et il y avait notamment une année, c'est la première année où on l'a fait, où je revenais d'un semestre à l'étranger. Là, j'avais une période assez longue où en fait il fallait travailler ou développer quelque chose. Donc j'avais fait ça. Génial. Et ouais, non, c'était vachement intéressant. Et donc ça a été la première étape, je dirais, de mon parcours entrepreneurial. Derrière, je suis sorti de l'école, j'ai fait un peu de conseil en investissement dans l'immobilier. Là, j'ai développé une première boîte une première vraie boîte, si je puis dire, avec mon meilleur ami, qui aujourd'hui est entrepreneur aussi sur un autre sujet, où on a développé une foncière immobilière. On s'était dit, on voulait lui et moi entreprendre par la suite. On s'est dit, est-ce qu'on ne commencerait pas par essayer de se créer une assurance vie ? Et donc on a développé une foncière où
On n'avait pas du tout d'argent, donc on allait lever de la dette obligataire pour faire levier sur de la dette bancaire, et donc on a acheté Ok. quelques trucs qui continuent de tourner, on continue d'investir Ça aujourd'hui. existe toujours. Ouais, bien sûr, oui, bien sûr. Et donc ça, disons que ça nous a un peu formé, je pense quand même, à la culture entrepreneuriale. Derrière ça, donc... Il y a pas mal de débrouillardise parce que c'est Oui. pas trop de moyens, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Et puis je veux quand même un truc long terme, enfin, il y a pas mal de paramètres qui interviennent. Bah, Quoi. c'était ça, ce serait de mentir que te dire que ça n'a pas été pas mal de travail, on a passé, mais d'un côté, on garde un souvenir assez génial parce qu'on a fait le tour de France. Tous les week-ends, on partait à droite à gauche, Génial. visiter des biens, essayer de comprendre, rencontrer des gens. Et tous les lundis soirs, on se retrouvait, du coup, ça créait un rituel où on travaillait tous les lundis soirs, alors plus ou moins sérieusement, mais en tout cas, tous les lundis soirs, on était là. Et jusqu'au moment où on a rencontré la bonne personne qui nous a apporté les bons conseils, et ensuite on a investi dans, je pense, la bonne chose. Et ça nous a créé vraiment notre vision, notre thèse d'investissement, et c'est ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui ça dure. Ok. Donc non, ça a été hyper intéressant. Et derrière ça, donc j'ai eu la chance d'être approché par une famille, une grande famille française qui voulait, un de leurs membres souhaitait développer une solution tech d'optimisation des tournées des grands logisticiens. Donc en clair, quand toi on est ensemble, et donc s'il y a un livreur FedEx, DHL, Ouais. l'autre qui arrive chez toi, bah, il va trouver porte close et c'est un coût important. Et donc c'était trouver une solution. Disons que moi je suis arrivé un peu en late founder, enfin tu vois, Ouais. et j'étais largement minoritaire dans la boîte, très très largement. Et on a revendu la boîte à une autre famille française. D'accord. Et derrière ça, je suis passé en intrapreneuriat. J'ai eu la chance d'être approché par le groupe Accor dans sa filière intrapreneuriat, où on a développé avec un certain nombre de personnes qui venaient globalement tous de la tech, un projet intrapreneurial. C'était un confort de vie et une boîte magnifique. Vraiment, c'est une boîte que je recommande à tout le monde. Mais moi, ça me correspondait pas forcément. Et donc, au bout d'un an, le champagne m'a rattrapé et je me suis lancé dans le champagne. Ouais, alors c'est quand même assez impressionnant parce que là, bon, t'as 32 ans, on a l'impression que t'as déjà fait Ouais. 20 ans de carrière. Il y a pas mal d'expérience et puis des choses assez diversifiées, mais le point commun étant l'entrepreneuriat toujours, quoi. Ouais, toujours, toujours. Et finalement, il y a deux choses quand tu fais le lien sur les. Parce que ça, on parle d'un truc, ça fait 12 ans que j'ai commencé à entreprendre, 13 ans. Bah, le point commun, c'est les gens avec qui tu t'entends bien, avec qui ça marche, et ce qui te passionne, qui marche aussi. Bien sûr. Donc finalement, j'ai un projet qui me passionne vraiment, qui est le champagne, le vin, et un projet avec qui je m'éclate avec mon meilleur ami. Donc tu vois, c'est un peu les deux axes, je dirais, qui me, qui me mènent quelque part aujourd'hui. Ouais, qui t'ont tenu un peu à chaque fois. Et donc, tu dis le champagne t'a rattrapé, Mhm. donc c'est que le champagne était déjà là. Ouais, il était déjà là, exactement. En fait, le projet Champenois, il a commencé, j'étais beaucoup plus jeune. En fait, donc mon père était pilote de ligne, maintenant il est à la retraite. Ok. Il était pilote de ligne chez Air France et donc viticulteur à côté. Euh, et en fait, tous les pilotes de ligne, ça nécessite d'avoir une santé quand même assez Oui. importante. Il a eu un vrai souci de santé. Et donc il s'est retrouvé pendant plusieurs mois à la maison. Sans aucune activité. Et c'est là où on a commencé à se dire, bon, bah, pourquoi pas faire un petit projet père-fils, c'était sympa, moi j'étais en pleine étude, et on a commencé à s'intéresser au champagne, essayer de comprendre un peu l'écosystème, parce qu'en fait on avait un rôle très basique de producteur de raisins et de livreur de raisins dans la coopérative familiale dans laquelle nous sommes adhérents depuis 50 ans, bientôt 60, même 60 ans, oui, enfin tu peux mettre bientôt. Et donc si tu veux, on a commencé à apprendre vraiment ce que c'était que l'autre phase du champagne, parce qu'on Ouais. n'avait que la phase très vignoble, enfin vigne. Et, et on a commencé à se dire, écoutez, est-ce qu'on ne développerait pas, pardon, Ouais. une cuvée au sein de la coopérative dans laquelle nous sommes adhérents, en isolant des cuves. Et donc on a commencé à se tourner vers la coopérative qui nous a ouvert grand les bras en disant, bah, on est toujours Preneur de projet. ouais, exactement, c'est trop chouette. Et donc on a lancé la vinification de blanc millésimé à partir de 2011. Et donc le premier millésime est sorti en janvier 2017. Donc ça a mis quelques temps, mais en parallèle, on a commencé à se former, à travailler sur le projet. Disons que ça s'est vraiment accéléré en 2016. On s'est dit, bon, bah, il va peut-être créer la marque, il va falloir faire d'autres trucs. Et en janvier 2017, on dépose les statuts de la société. Ok. Donc la marque s'appelait Alain Édouard, on n'était pas très originaux, le prénom de mon père suivi du mien. Et on a déposé 10 000 euros au capital, pas 1 euro de plus. Ouais. Et en fait, c'est ça qui était assez génial. C'est paradoxal parce que sur le moment, c'était pas du tout génial. Mais le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent, ça te permet vraiment, je trouve, de bien palper tous les points de douleur adossés à la chaîne de valeur de ton produit, Ouais. parce que tu te retrouves à faire les livraisons toi-même, à t'occuper du site, à t'occuper de marketing, des grilles de prix, enfin tout ce que tu veux. Et c'est ça j'ai trouvé assez enrichissant, parce que très vite, du coup, ça te dessine une certaine vision d'un milieu que finalement je connaissais partiellement.
Donc tu comprends en fait, ouais. Ouais, tu comprends ce qui va, ce beaucoup qui de va pas choses. dans le monde de Qui champagne. est-ce qui t'achète, pourquoi il t'achète, quelles sont ses Exactement. contraintes aussi du quotidien. Et justement, cet aspect-là, il est hyper intéressant parce que c'est celui-là que j'ai peut-être le mieux palpé au démarrage parce que dimension plutôt commerciale et donc Mhm. j'étais moins technicien que commercial. Et, euh, et le discours qu'on fournissait, l'énergie qu'on transmettait aux clients avec lesquels on a eu la chance de travailler sur des petits volumes, il faut se rendre compte que c'était Ouais. c'était des petits volumes, et ben c'était assez intéressant parce que tous nous disaient mais on est hyper preneur de ce genre de nouvelles maisons, de la jeunesse, d'une incarnation différente, d'un discours différent. Et donc c'est là où ça a commencé à me mettre un peu la puce à l'oreille. J'étais chez Accor donc à ce moment-là. Mhm. Et je me disais mais dis donc il y a peut-être un truc à faire. Et donc je me rappelle très bien, j'en ai parlé à ma femme en lui disant écoute, c'était pas ma femme à l'époque, mais en lui disant écoute je pense qu'il y a un truc à faire mais il me manque vraiment l'aspect distribution que je maîtrise pas du tout. Je Ouais. sentais que c'était quand même un écosystème assez spécifique avec ses us et coutumes. Oui, et puis le monde du vin, alors pour l'avoir fréquenté, moi j'étais un agent commercial, Mm. c'est très atomisé, il y a une méthode assez traditionnelle, c'est pas simple, Non, voilà. c'est pas une chaîne de distribution qui est extrêmement simple. Bah non, et donc si tu mets bout à bout le fait que déjà le marché champenois à la base, il est très fermé, et Ouais. que si t'es pas champenois, et si tu montes pas de patte blanche, etc., bah, tu vas pas faire grand chose, et il te faut du temps pour construire tes partenariats, ton développement de cuvée, etc. Et si tu rajoutes à ça la distribution, bah, ça faisait quand même une équation assez complexe à résoudre. Et la première partie, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose à faire localement, et j'y reviendrai après sur notre modèle. Mais la distribution, je me disais, bon, là, je sens que j'ai pas le truc. Ouais. Donc il faut que j'ai quelqu'un qui sache le faire. Et en fait, là, ça fait hyper storytelling de start-up, sauf que c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est la réalité, c'est tout simplement la réalité. On est, euh, on est en février 2018, c'est ça. Ouais. Et je me retrouve à aller sur LinkedIn, à me balader et à essayer d'ajouter un peu des directeurs commerciaux de Champagne en me disant je vais les contacter, je vais les appeler, je vais les rencontrer, je vais poser des questions, Ouais, bien comprendre. sûr. Mais sans aucune imagination que je vais trouver mon associé, hein, faut bien avoir ça en tête. Et en fait, je tombe sur un mec qui s'appelle Jérôme, qui est aujourd'hui mon associé, et qui me répond, qui me dit bah voilà, moi je travaille à l'hôtel Tsuba dans le 17e, moi j'habitais dans le 17e à l'époque. Et je me dis bah dis donc, en fait c'est à 100 mètres de chez moi, ok bah j'arrive. Et donc je suis venu comme ça, on s'est rencontrés comme ça, on ne se connaissait pas. Et ça a lancé un début de réflexion commune. Et la volonté ensuite d'apprendre à se connaître très rapidement, de se dire bon, on va travailler matin, donc je travaillais chez Accor, donc je travaillais matin et soir avec lui, le week-end, et on a commencé à construire le modèle, et c'est là où on s'est aperçu des opportunités qui étaient face à nous, et notamment, et c'était celle de base, vraiment la plus importante, je dirais, ça a été déjà l'amont, d'où viennent les raisins, d'où vient ton vin, comment tu le fais. Et c'est là où en fait la coopérative familiale dont je te parlais précédemment, dans laquelle nous sommes adhérents, bah nous on avait accès au compte parce qu'on est coopérateur dedans. Mhm. Et je me rendais compte qu'il y avait quand même une dépendance extrêmement forte, pour ne pas dire très risquée, vis-à-vis des grands acteurs d'un grand acteur du négoce. Ouais. Où, bah, tu vois, on dit toujours que quand un client dépasse 25% de ton chiffre, c'était risqué. Bah là, c'était... 80-90%. voilà, Ouais. exactement. Ouais. Et donc, bah là, je me suis dit, donc, c'est drôle, elle a cette structure, pardon, un outil flambant neuf. Elle a des ressources en interne qui sont uniques. Elle a une connaissance de son terroir qui est vraiment assez géniale. Ça fait 50 ans qu'elle opère. Et pour autant, elle a du mal à faire tourner cet outil. Et pourtant, elle a la volonté de le faire tourner davantage. Oui, Je me suis dit, il bon, y a une sorte de connaissance, mais de dépendance qui fait que elle pourrait faire plein de choses, mais qu'elle a un peu pieds et mains liés, bah quoi. ouais, c'est ça. Et en fait, tu tombes un peu dans la facilité parce que le prix du kilo de raisin ne cesse d'augmenter. Donc tu dis finalement, ma rémunération est exponentielle. Donc tout Mais va pour bien, autant, d'une certaine manière. ouais, alors tout va bien, effectivement. Sauf que si tu regardes un peu, bah, s'il y a la moindre crise ou autre et que tu es dépendant, bon, bah, ça peut très vite tourner dans l'autre sens. Et ensuite de cela, le sens même de la coopérative, c'est pas juste d'être un postier de raisin, c'est de manipuler, de faire des prestations. Et en fait, depuis quelques décennies, les négociants, pour différentes raisons, mais on a souvent eu tendance à dire que les champagnes des coopératives étaient pas de bonne qualité. Mhm. C'était sous l'impulsion du marketing des négociants, très, très, très clairement. Alors qu'en fait, tous les plus grands champagnes étaient et sont toujours faits dans les coopératives. Les plus grandes cuvées, tout ça, tous les vins clairs, bref, si tu savais, toutes les maisons qui font faire leur vin dans les coopératives, c'est assez dingue. Et donc je trouvais ça assez bizarre de se dire, bon bah alors, du coup, les coopératives perdent des prestations qui leur étaient confiées parce que les négociants essaient de reprendre la main dessus Oui, au fur et à mesure. au quoi. fur et à mesure, mais pour autant, elles leur doivent quand même beaucoup, et pour autant, ces coopératives-là, elles font les meilleures cuvées de champagne aujourd'hui. Alors je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre. Et quand en plus tu prends un contexte de marché, le consommateur, donc la génération à laquelle on appartient nous, est de plus en plus en quête de qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, d'où ça vient, comment c'est fait, quel est le storytelling. Le narratif du champagne est en pleine évolution, là où le narratif de mes parents c'était
vulgairement, je t'amène une bouteille d'une grande marque pour te Oui. montrer que je gagne un peu d'argent et que je t'ai fait un beau cadeau. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Bah regarde, je t'ai trouvé ce vigneron-là, je l'ai rencontré là, ou j'ai trouvé cette bouteille-là, c'est bien. C'est un peu le small and beautiful aussi, Bah, quoi. exactement, mais qui peut se faire de différentes manières. Et donc on s'est dit, ok, donc en amont, il y a peut-être quelque chose à faire, parce qu'en fait, le cas dont je te parlais de la coopérative dans laquelle nous sommes adhérents n'était absolument pas isolé. C'est un cas qui est largement Répandu, ouais. répandu, ouais. Il y a 140 coopératives en Champagne, hein, donc il faut se rendre compte de la surface. La surface moyenne est aux alentours de 90 hectares, 80. Donc en Ouais. clair, un hectare, tu fais, on va dire, 8000 bouteilles par Ouais, an. c'est ça. Donc ça laisse quand même un certain nombre de possibilités. Et donc on s'est dit, bon bah voilà, on a un modèle qui va être unique, où on va pouvoir proposer un voyage à travers la Champagne, où on va pouvoir te dire, bah, chacune de nos cuvées va être relocalisée, va être faite à un seul endroit, sous la patte d'un des plus grands chefs de cave de la Champagne, qui s'appelle Richard Dailly, qui nous accompagne depuis le premier jour. On n'avait pas un euro, on n'avait rien, il a cru dans le projet. Incroyable. Et ça c'est génial, c'est un technicien incroyable. Vraiment, j'ai une grande admiration pour lui, et il fait des vins en goûtera derrière, tu me diras ce que tu penses. Et donc oui, il supervise la production, il suit tout ça, on a un gros travail sur les liqueurs, on est une des rares maisons, on n'est pas les seuls, mais une des rares maisons à pouvoir faire 2-3 liqueurs par millésime par cuvée, donc là où souvent des liqueurs sont assez ISO pour tous les vins. Ouais. Donc voilà, on essaie de se casser un peu la tête sur 2-3 trucs. Oui, vous le remarquez, ont de l'importance, quoi. Ouais, Un exactement. En impact, fait, on fait souvent l'exercice dans des verres noirs ouais. à l'aveugle. Et en fait, le simple fait de changer 1 centilitre, donc tu rajoutes 1 centilitre, 1 centilitre et demi dans ta liqueur, enfin dans ta bouteille avec la liqueur, tu modifies complètement le vin, mais tu pourrais vraiment croire que c'est 2 terroirs différents. Hein. Et alors, juste, ce que je vais faire, c'est que je vais servir le champagne en même temps. La raison est que je voudrais pas trop qu'elle se réchauffe. Est-ce que tu peux, en même temps que je vais servir, expliquer le principe des liqueurs et pour que ceux qui ne savent pas ce que c'est et à quoi ça sert comprennent du coup la subtilité qu'il y a là-dedans. Bien sûr. Alors en plus, bon, cette bouteille-là, donc on va déguster le blanc de blanc brut, qui est justement la première cuvée qu'on a sortie, et la cuvée qui vient de la coopérative familiale dont je parle depuis le début, donc ça résonne plutôt bien. Aujourd'hui, donc là en l'occurrence, sur cette cuvée-là, on travaille il n'y a pas de vin de réserve, donc souvent en Champagne, on assemble le vin de la vendange, et on y ajoute des vins de réserve, donc des vins qui ont été conservés des précédentes vendanges, sous différentes méthodes. Et donc ça a été tiré, et c'est issu de la vendange 2019. Et donc il doit y avoir une très belle année en Champagne, donc 100%, on pourrait dire que c'est un millésime, on l'a pas revendiqué, mais c'est dans l'idée, mais c'est évidemment pas la même approche, c'est pas une cuvée qu'on signe comme un millésime, mais en tout cas il y a que une seule vendange. Et derrière ça, donc on l'a dosé, donc dosé c'est l'apport de la liqueur, donc le champagne est d'abord vinifié, donc le vin est d'abord vinifié en vin tranquille, ensuite est tiré, donc mis dans une bouteille avec des levures dedans, fermé avec une capsule. Il reste donc sur cette cuvée là, c'est pareil, tu vois, on est hyper attentif à ce que demande le terroir, ce que demande le vin. Pour nous, c'est hyper important de ne pas se figer à des règles de vieillissement ou autres, parce que d'un terroir à l'autre, c'est pas du tout la même évolution de ton vin. D'un choix de capsule de fermeture, lorsque tu fais vieillir ton vin sur latte, c'est pas du tout la même chose non plus. Là, grosso modo, on doit être à 33, 34 mois dans ces eaux-là. Et derrière ça, donc, une fois que la bouteille est donc avec sa capsule, au bout de 30 mois, on va la sortir, 33 en l'occurrence. On va faire sauter cette capsule et on va donc ajouter 1-2 centilitres de liqueur, et ensuite on va remettre le bouchon et on va repartir pour 3 à 6 mois d'attente pour ensuite pouvoir le déguster ensemble. Et cette liqueur, elle est composée de plusieurs choses. Généralement il y a un petit peu de sulfite pour maintenir le vin et qu'il n'ait pas trop d'évolution. Nous on en met très très peu, on est une des maisons qui est hyper engagée là-dessus. De l'autre côté, on met un peu de sucre de canne, tout simplement, du sucre de canne, qui va donc donner le dosage en sucre, parce que le vin n'a aucun sucre résiduel au moment du dégorgement. Alors, nous, toutes nos cuvées sont extra brutes. Là, on l'appelle brute parce que elle est à 5 grammes par litre. En réalité, le terme brut en Champagne, ça a été un peu un mot de remplacement pour toutes les cuvées. Maintenant, on dit je prends une cuvée brute, mais en fait, le brut, extra brut, nature, c'est que le dosage en sucre. Bien sûr. La réalité, c'est qu'on devrait dire une cuvée d'assemblage ou une cuvée ou une cuvée blanc de blanc ou une cuvée ce que tu veux, et après tu parles du dosage. Bon, là, on l'a appelé blanc de blanc brut parce qu'on est resté quand même dans le lisible pour le consommateur. C'est aussi ça, la difficulté, c'est que même si tu veux faire passer un message, il y a aussi une grille de lecture et des connaissances, on va dire, au marché qui est il y a un moment, la personne en face, elle doit le comprendre, quoi. Exactement. Donc là, il a beau être marqué brut, il est extra brut, mais parce qu'on a le droit, entre 0 et 12 grammes, on peut dire que c'est brut. Nous, en l'occurrence, on est toujours entre 0 et 6 sur nos vins. Donc en extra brut. Toujours en extra brut. Là, en l'occurrence, il y a 5 grammes de sucre, donc 5 grammes de sucre dilué. Et donc, après, avec un petit vin,
enfin un petit vin, un vin clair, un vin tranquille, mais qui n'est pas pétillant, qu'on vient mélanger avec ce sucre, et donc qu'on vient à rajouter dans la bouteille au moment du dégorgement. Et donc c'est ça qui va donner aussi cette patte, cette signature, et tu serais surpris de voir à quel point tu peux modifier un vin avec 1 ou 2 centilitres. Mais c'est bluffant, vraiment. Ouais, je suis curieux de faire la dégustation un jour de ces, Avec, de ces avec liqueurs. plaisir, ouais, c'est assez dingue, mais justement, ouais, ça fait partie des projets qu'on va développer. Mais... Et on va essayer de faire écouter, mais je sais pas si on entend. Ouais, un petit peu. Les bulles de champagne dans le verre, parce que je trouve ça toujours c'est assez chantant en fait. Moi, on l'a entendu quand je l'ai servi. Je trouve ça assez sympa de le retranscrire. Bon, les verres sont exceptionnellement adaptés à ce genre de boisson. On le répétera jamais assez. Ce sont des verres qui sont adaptés pour le champagne, là particulièrement. Pour des vins blancs, ça pourrait très bien aller aussi. Bien sûr, ouais. Moi j'aime beaucoup parce que je sais même pas comment ça s'appelle, le bas du verre. Ouais, le bas du le verre pied, le dire. pied du verre, oui, est très fin, et la buvabilité, donc le buvant, je dirais, est très fin aussi, donc ça c'est hyper agréable. Non, c'est vachement bien. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation éventuellement de la cuvée, et puis après on passera sur le début de l'aventure en 2019, notamment la première bouteille, etc. Bah, pour ceux qui nous écoutent en podcast, à la limite fermez les yeux et vous imaginez à 1 heure, en clair, une petite heure de route au sud d'Épernay, donc dans un des terroirs les plus ensoleillés, si je puis dire, je suis pas sûr, mais en tout cas le plus au sud de la côte des Blancs, qui donc on est dans le souterroir qui s'appelle les Coteaux du Cézanais, et on est en l'occurrence dans un petit village qui s'appelle Beton. Vraiment, mon père a grandi en bas de la vallée, dans un petit village qui s'appelle Pottangy, à quelques kilomètres de là. Et donc ce village de Beton, mais il y a une forêt qui est en hauteur, qui fait le haut du coteau, et sinon c'est un coteau qui est très bien orienté, et qui est réputé pour la qualité de ses chardonnays. Donc là on déguste une cuvée blanc de blanc, donc 100% chardonnay. Et qui du coup, nous on aime beaucoup ce terroir-là pour les blancs de blanc, parce que ça permet d'avoir des blancs de blanc un peu plus ronds, un peu moins tendus. Donc ça fait des blancs de blanc, je trouve, assez consensuels, assez faciles, très adaptés à l'apéritif, peut-être un peu moins sur la minéralité, un peu moins, même si on en retrouve un peu, mais c'est moins cette signature-là. On fait du blanc de blanc grand cru, premier cru, où on va retrouver plus de tension, plus de droiture. Mais cette cuvée-là, disons, en plus c'est une des cuvées qu'on vend le plus aujourd'hui, parce que c'est un blanc de blanc plaisir, c'est un blanc de blanc hyper fin, avec une attaque où on essaie vraiment de travailler le vin. Donc l'attaque, c'est la manière dont le vin va rentrer en bouche, va venir épouser, je dirais, le goût de la personne. L'attaque est assez progressive, elle n'est pas hyper violente. Et puis voilà, après on s'éclate pas mal, c'est une cuvée où on prend du plaisir. J'ai pas envie de rentrer dans des termes trop techniques, mais et donc en extra brut, comme je le disais, à 5 grammes par litre, et donc pas de vin de réserve, 100% d'une vendange. Oui, donc c'est le fait de pouvoir être millésimé. Là, on le revendique pas, parce que c'est pas. En fait, pour nous, c'est pas l'identité de cette cuvée. Voilà, exactement. Pour moi, quand on revendique un millésime, en l'occurrence, nous, les millésimes actuellement qu'on commercialise, c'est 2009 et 2011. Donc, on vieillit beaucoup plus les vins, et donc on a une dimension plus affirmée du millésime. Mais dans les faits, effectivement, on pourrait le faire. On va quand même déguster. Bon, ce qu'on analyse aussi généralement quand on déguste du champagne, c'est aussi la finesse de la bulle. Bien sûr, ouais. Donc, là on est servi, mais c'est aussi un processus qui s'obtient notamment quand les vins restent longtemps en cave, on va dire. Bien sûr, Vous, combien de temps il reste c'est ce que je te disais. Non, alors ça dépend vraiment des terroirs. Tu vois, le terroir du Cézanais, c'est un terroir qui est assez rapide, qui évolue pas mal, assez rapidement. Et sur cette cuvée-là, nous on décide alors là je rentre un peu plus dans la technique, mais on décide de réaliser la fermentation malolactique à 100%. D'accord. Donc qui est une fermentation qui va peut-être casser un peu la tension du vin, et donc qui va lui permettre aussi d'y aller un peu plus rapidement. Et ensuite de ça, il y a effectivement le paramètre donc, du terroir. Pour moi, c'est le numéro 1 sur l'évolution. Le deuxième, ça va être évidemment la technique qu'on va utiliser aussi. Donc, je parlais de la fermeture, le type de levure. La fermeture, c'est donc la capsule qu'on met au moment où on vient de remplir la bouteille de vin tranquille avec des levures. Et on ne se rend pas compte, mais suivant la fermeture et le serrage de la capsule. Le serrage aussi. Encore une fois, un exercice très sympa à faire. Tu tires 3 bouteilles avec 3 types de capsules différentes, une perméabilité à l'air un peu plus différente pour chaque. À l'aveugle, systématiquement, tu penses qu'il y a 1, 2, 3 ans d'écart sur les vieillissements. Incroyable. Donc c'est assez dingue. Et j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal d'expériences qui étaient refaites pour refaire cette partie-là, non plus avec des capsules, mais avec du liège à nouveau, parce qu'il y avait quelque chose de très positif, en tout cas à la dégustation, qui pouvait être observé. Nous, on en a fait une en 2018, un millésime blanc de blanc 2018, on en a encore un petit peu là. On a fait que 2000 bouteilles, donc c'était tout petit, on les a vraiment distillés au compte-gouttes à ceux qui voulaient vraiment découvrir cette expérience-là. Effectivement, ça donne une signature intéressante. Alors attention, ça complexifie un peu le vin aussi, parce que tu as un côté un peu liège, bois qui vient s'intégrer.
Mais moi, je trouve ça hyper intéressant, évidemment. Donc là, en l'occurrence, voilà, ce que je veux dire, là, on doit être une grosse trentaine de mois. Après, c'est toujours dur de dire au mois près, parce que ça dépend de quand est-ce que tu l'as récupéré. Mais sur ce terroir-là, effectivement, on va être aux alentours de 30 mois. Et pour nous, c'est pas mal. Mais tu vois, il y a des terroirs qui mériteraient d'avoir moins. Par contre, il y a des terroirs, tu vois, notre blanc de blanc grand cru, on est quasiment sur au moins 60 mois. Au moins, mais parce que le terroir d'Avise, on est 100% Avise, en grand cru, nécessite ce vieillissement-là, parce qu'on a une partie de la fermentation malolactique qui est bloquée dans les vins de réserve, pas mal de choses. Mais ça, c'est intéressant aussi, tu vois, tu parles aussi de ce standing, on va dire, d'Avise, grand cru. C'est des choses que parfois, forcément, on n'aura pas attribué à des coopératives en premier, et dans l'inconscient collectif. Et c'est important de le revendiquer aussi. Ben voilà, en fait, les coopératives travaillent avec des vignerons qui ont des terroirs absolument exceptionnels sur des très grands villages très réputés comme Avise, qui fait partie des villages les plus réputés. Tout à fait. Sur les chardonnays, c'est super. Ouais. Non, effectivement, mais en fait, aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'effectivement, les coopératives font des vins extraordinaires, ont accès à des parcelles superbes, et les viticulteurs ont pris un virage qui est assez hyper vertueux pour la filière, où le travail de la vigne est de plus en plus précis. Ça commence par la vigne. Le travail en cave est évidemment très important. Et ensuite de cela, dans les coopératives, ça manipule avec des outils de dernière génération, avec une connaissance très fine, avec des programmes de R&D qui sont assez poussés. Et comme je le disais, les coopératives font la très large majorité des plus grandes cuvées que chacun d'entre nous boit. Donc, à part quand on va sur des cuvées de vignerons indépendants qui manipulent, etc. Mais après, voilà, c'est des choix, et moi j'ai goûté des cuvées en coopérative, mais les plus belles cuvées que j'ai goûtées, c'est des cuvées de coopérative. Ouais, c'est aussi quelque chose, une approche qu'on essaie d'avoir, en tout cas sur ce podcast-là, puisqu'on reçoit un peu tous les acteurs. On a reçu des coopératives dans pas mal de vignobles, et puis même en Champagne, on a eu la chance de recevoir Maxime Toubar, qui est un grand supporter de notre aventure. Donc, c'est vrai ? Ah oui, on se connaît très bien avec Maxime, et il nous soutient depuis quasiment le premier jour, donc son soutien nous est vraiment très précieux. Ouais, c'est génial. Du coup, qui est président des syndicats de vignerons de Champagne, pour citer, et qui également fait son propre champagne. Tout à fait. Donc voilà. Et qui est coopérateur en plus. Qui est coopérateur, exactement. C'est chouette. Bon, génial. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de cette dégustation, est-ce qu'on peut revenir, du coup, tu parlais de 2018, la rencontre avec ton associé Jérôme. Tout à fait. On arrive tranquillement sur 2019, où il y a encore d'autres événements. Il y a une étape quand même assez clé. Il y a 2 étapes en 2018. La première, c'est qu'on va rapidement se rendre compte qu'il va falloir qu'on ait un peu de fonds pour pouvoir se lancer, parce que on est dans un monde où des très grandes maisons ont des moyens colossaux. Vraiment colossaux. Pour racheter en fait le raisin, c'est ça que tu veux dire ou... Alors il y a un petit peu pour financer du BFR, mais surtout pour aller chercher des parts de marché, développer une force commerciale, une force marketing. Tu sais ce que je dis aller sur une avenue parisienne, une rue parisienne un peu sympa, où il y a une dizaine de restos, max une dizaine. Le budget que les grandes maisons mettent dans chacun des restos quand tu les additionnes, donc c'est des budgets pour être mis en avant, où ils vont réhabiller la terrasse, je pense que c'est notre budget annuel. Tu vois. Donc, il faut se rendre compte de ça, quoi. Donc, on est dans un monde où il y a des magnifiques maisons de champagne qui ont forcément une réussite très forte et une force de frappe colossale. Ouais. Donc, on s'est rendu compte de cela et on a décidé, à partir de ce moment-là, de se lancer dans une levée de fonds. Et on a décidé de faire une levée de fonds avec une caution champenoise et c'est tout. On voulait pas d'autres. Enfin, c'était un choix vraiment en plus. Mais donc, on a la chance d'avoir au capital de la société l'ex-DG de Bollinger de Ayala. D'accord. Qui s'appelle Hervé Augustin. On a reçu Charles Armand sur le podcast. Aussi, pour moi, c'est une très très belle maison. Ils font des trucs, c'est un très beau travail. Vraiment, je trouve que c'est très abouti ce qu'ils font. Et donc d'avoir sa caution, son soutien, on s'est dit que c'était quand même un beau signal. Et de l'autre côté, du coup, on a levé des fonds avec des gens qui étaient en lien avec la tech ou alors sur du commerce traditionnel ou autre. Et donc, on a fait un premier tour de table, notamment, donc je disais avec Jean et Kim Aventure qui représente le fonds de Xavier Niel. Du coup, on a fait cette levée de fonds fin 2018. Okay. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a rencontré Camille, qui est ma deuxième associée, qui elle n'avait rien à voir avec la Champagne, parce que Jérôme, j'en ai pas beaucoup parlé, mais Jérôme, c'est un pur produit champenois. Il est champenois d'origine, il a fait toute sa carrière dans le Champagne, dans le développement commercial, au démarrage dans la folle épopée de Nicolas Feuillat entre 1995 et 2000. Jérôme est un peu plus âgé, il a 49 ans aujourd'hui. Et ensuite de cela, il était directeur commercial du Champagne Jacquard, où ils ont développé cette marque qui était abîmée et qu'ils ont relancé et qui a connu un succès très fort. Et donc c'était génial parce que donc, la rencontre avec Jérôme a fait que ça a marché, on a pu se lever ces fonds-là. Et donc Camille
Elle n'avait absolument rien à voir avec la Champagne. Prépa, grande école de commerce, Procter & Gamble, école du marketing dans tous les sens. D'accord, ok. Et c'est elle qui est venue nous amener cette stratégie marketing dont on avait besoin pour ensuite exécuter l'ensemble de la vision. Ce qui est essentiel, encore plus en Champagne qu'ailleurs, on va dire, sur la partie marketing. Tu me dis si je me trompe. Non, mais... t'as raison, effectivement, le champagne, on assimile souvent le champagne au monde des parfums. Je trouve qu'il y a un petit côté véridique, notamment avec Ruinart et cette très belle bouteille qu'ils ont développée en forme de parfum. Mais donc on est sur un marché extrêmement concurrentiel où le marketing effectivement est important et où en fait c'est un vrai produit de luxe, donc il faut aussi pouvoir offrir une véritable expérience de qualité. Évidemment des vins irréprochables, c'est une certitude, mais aussi tout ce qui va avec. Et Camille là-dessus a porté une stratégie qui était hyper osée, qu'on a soutenue, mais qui je pense a été la bonne. Ça a été de se dire qu'on allait sortir une première version de la marque EPC, déjà d'avoir un nom extrêmement clivant. Ouais. On est la seule maison de nom patronymique en Champagne, EPC pour épicurien, Ok. et dans une volonté d'être transparent pour le consommateur, parce que comme je le disais, chacune de nos cuvées est faite avec des coopératives. Chacune de nos cuvées est totalement traçable, transparente, et contient donc très peu de sucre, très peu de sulfite, très bien. Mais surtout, on n'allait pas s'appeler Champagne Dupont ou je ne sais quoi en faisant croire que c'était une famille qui était derrière. Oui, oui. On voulait vraiment que ce soit le champagne de la Champagne, le voyage en Champagne. Voilà, exactement. Alors là, sur certaines étiquettes, c'est encore marqué, parce qu'au début, on n'avait pas le droit de s'appeler EPC à 100%, on le marquait en tout petit à l'un et l'autre. Maintenant, on a été reconnu comme une maison à 100% EPC. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et donc Camille nous a donc déjà aidé à trouver ce nom-là, et ensuite elle a assumé une stratégie où on allait faire une première plateforme de marque, donc un premier habillage de la bouteille, un premier code, un premier site web, volontairement clivant, qui en plus de ça nous plaisait pas nous tant que ça. Donc c'est toujours dur de lancer un projet dans lequel on a du financement de fait, etc., en se disant on va vous assumer droit dans les yeux que c'est pas ce qu'on aime nous, mais on est convaincu que ça peut pénétrer le marché. Ouais. Parce que ça va faire parler, parce que ça va cliver, quoi. Et donc on a sorti les premières bouteilles en juin 2019, le 11 juin 2019, et on a commercialisé les premières en fin août 2019. Il faut quand même un sacré niveau de confiance quand même. Parce que pour dire, ok on y va, moi j'aime pas, mais on y va quand même. Ouais, mais alors tu vois, on a la chance d'avoir un des fondateurs du groupe Webedia au Capital, qui nous a vraiment hyper bien coaché à l'époque, en nous disant, en fait, votre avis ne vaut rien, seul celui des consommateurs compte, tout ce que vous me présentez maintenant, je veux que ce soit prouvé par le consommateur. Et donc, ce qui fait qu'on a fait tellement d'études, de tables rondes, de dîners, et les quais du métro de Levallois, on les connaît mais par cœur, vraiment, parce qu'on a tout le temps demandé des avis. Les noms, tu vois, même la manière de trouver le nom, on avait plusieurs noms qui ressortaient. Je t'appelle, je te demandais quel était ton top 10 des noms que je te donnais, je t'en donnais 15. Donc, tu disais, ça, après je te dis, bon, allez, ton top 5, ok, ça. Je te rappelais 1h30 après sans t'avoir prévenu. Je te dis, en fait, c'est quoi les noms dont tu te souviens ? Tu vois, c'est bête, mais en fait, c'était une approche qui disait, et en fait, EPC ressortait dans 99% des cas, et les autres disparaissaient. Ok. Et donc, c'était aussi pour ça, tu vois, EPC, ça peut faire un peu froid, ça peut faire un peu dur, mais en fait, c'est un nom dont on se souvient, c'est un nom qui est facile à utiliser, et c'est un nom qui veut dire quelque chose, et qui n'est pas le reflet d'un rêve imaginé, si je puis dire. Et un rêve souvent imaginé, tu me diras, mais bon. On comprend en tout cas le côté très concret, et le côté... on s'en souvient, ce qui est hyper important en fait. Ouais, c'est ça. Et ensuite, la plateforme de marque, c'était il fallait cliver la fameuse stratégie océan bleu versus océan rouge. On est dans un écosystème concurrentiel extrêmement dense, extrêmement bien fait. Bon, il faut qu'on fasse quelque chose de très très différent pour pouvoir émerger. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et la chance qu'on a eue aussi, c'est d'avoir un peu cette vision tech dans la boîte, où très vite on a développé des outils tech dans la boîte. On a fait certains choix là-dessus, et qui aujourd'hui nous aident énormément, ils nous ont créé des avantages comparatifs très forts, et une exécution, je pense, qui est très forte, parce que, et c'est ce que je disais notamment avec Jean la dernière fois qu'on en parlait, c'est on se refuse de dire qu'on va disrupter le monde du champagne ou autre. Non, c'est faux. Nous, ce qu'on veut, c'est vous proposer une marque à la qualité irréprochable. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça pas trop mal à boire. Et donc je ne pense pas l'inverse. Non, on veut jouer sur les négations, mais non, c'est vrai, c'est très bon. Voilà, on prend du plaisir. L'idée, c'est pas de rentrer dans les termes techniques ou autres. On prend du plaisir, c'est sympa, c'est bon à boire. Là, tu vois, cette cuvée-là, aujourd'hui, c'est sorti dans le Figaro. On est au milieu, on est dans la sélection des champagnes blancs de blanc. Il n'y a que des grands millésimes, des plus grandes maisons, des plus grands vignerons. Nous, c'est cette cuvée-là qui se noie au milieu de tout ça, avec je crois qu'on a 90 sur 100, un truc comme ça. Tu dis, bon, trop cool. Tu vois, on se retrouve avec des monstres, des trucs dont moi je rêve de m'acheter, etc. Ouais. Et en fait, tu dis, nous, sur notre cuvée non millésimée, on arrive à être à la hauteur de ces cuvées-là, donc c'est assez chouette. Et donc, si tu veux, on est évidemment content, mais
Et donc l'idée, c'est pas de disrupter, c'est d'apporter juste une exécution différente, une vision différente. Donc l'exécution, ça passe déjà par la transparence de base, par un modèle qui est vertueux pour tout le monde, parce que les vignerons avec lesquels on travaille, les coopératives, ils sont hyper contents de travailler avec nous, parce qu'on fait tourner leur outil, on les rémunère donc forcément mieux, parce qu'ils font plus de prestations qu'avec nous, avec des négoces classiques. Ouais. Et pour le consommateur, tu bois une bouteille de PC, tu as une bouteille qui est issue d'une élaboration hyper transparente et sur une qualité unique, avec un seul terroir dans ta bouteille. Donc tu voyages, vraiment, tu prends d'une cuvée à l'autre, tu vas voyager dans toute la richesse de la Champagne. Ce qui représente une complexité aussi, parce que dans les coopératives, d'avoir une traçabilité exacte et précise, c'est parfois plus difficile. Bon, alors ça dépend des coopératives. Si tu prends les immenses coopératives, oui. Quand tu prends des coopératives de village, en fait c'est des approvisionnements qui viennent d'autour de chez eux. C'est des coopérateurs qui sont là depuis très longtemps. Tu arrives à rapidement retrouver ce que tu veux. Et finalement, par rapport à certaines maisons qui ont assemblé, enfin la plupart d'ailleurs, 300, 400, 520 dans une seule et même bouteille, voilà, t'en as qu'un seul. Donc dans tous les cas, t'as cet aspect-là qui est intéressant. Et donc après, c'est dans l'exécution du quotidien aussi, c'est dans l'accompagnement de nos clients au niveau marketing. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'expérience client que tu avais avec nous, que tu devais trouver agréable. C'est ces petits détails-là en fait qui comptaient aussi. Et notamment le digital nous aide beaucoup là-dessus aussi, parce que la solution qu'on a développée en interne, je pense vraiment est vouée être de plus en plus utile, elle l'est déjà énormément. Et donc quand tu mets tout ça bout à bout, tu arrives à juste une maison moderne, je dirais, contemporaine dans son. Qui arrive à se démarquer, quoi. Et qui arrive à se démarquer et qui propose des vins de grande qualité, qui se retrouvent, là, tu vois, on est maintenant Champagne à l'averse de chez Paul Bocuse. Bon, c'est assez. D'ailleurs, je crois que c'est cette cuvée-là. J'ai vu ça. C'est assez chouette. J'ai vu ça sur ton LinkedIn la semaine dernière. Je pense que c'est un bel accomplissement derrière. Moi, je suis lyonnais en plus. Ça, c'est une institution, c'est clair. Non, mais c'est génial. Et ça montre bien qu'en fait, la passion, l'énergie qu'on met dans ce projet, dans ce produit, on arrive à la transmettre aux autres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, on commence à être un peu mieux implanté. C'est super intéressant parce que, tu vois, j'ai eu pas mal d'échanges dernièrement, j'aime bien en parler, sur l'importance de la sommellerie dans le fait de faire ressortir une région, faire sortir une appellation, parfois un peu... qui a plus la réputation qu'elle devrait avoir, ou ce genre de choses. Ou une maison qui est un peu oubliée et qu'on arrive à redorer. Ce qui est marrant, c'est que depuis tout à l'heure, on parle pas mal, et j'ai l'impression que tu as ce prisme aussi beaucoup consommateur. Bien sûr. Et qui n'est pas forcément toujours le prisme que les maisons ont, on va dire. À quel point pour toi c'est aussi important de passer par cette étape sommellerie, on va dire. C'est quoi, c'est une reconnaissance des pairs du travail qui a été accompli, mais qui te paraît comme une évidence, ou c'est quoi le... La question est bonne, elle est complexe. Je dirais que la sommellerie, c'est un des maillons de la chaîne qu'il faut réussir à comprendre et à intégrer dans sa chaîne de valeur, je dirais en tout cas. Évidemment que c'est une caution qualité, évidemment que c'est une vitrine. Tu vois, on a la chance d'être accompagné et d'être représenté par Antoine Pétrus, meilleur ouvrier de France sommellerie. Donc pour nous, c'est évidemment quand on a fait la dégustation avec lui, qu'il nous a dit mais moi j'adore tous les vins, il n'y en a pas un que j'ai pas envie de commercialiser avec vous. Ça a été un immense honneur et on est hyper content de travailler avec lui. Ça, c'est génial. C'est un moment, je pense qu'il y a des choses qui te marquent bien un sûr, peu. Tu te dis, en fait, parfois tu crois pas trop, tu dis, en fait, qu'est-ce qu'il va penser, tu stresses un peu, tu dis, et en fait, tu vois, ce qu'on a ressenti nous, c'est que c'est bon. On se prend tellement la tête, tu vois, au quotidien pour la qualité, avec des dégustations en verre noir, avec des comparaisons avec tous nos concurrents, on ne sort pas une cuvée sans que on est comparé par rapport à des prix équivalents et qu'à l'aveugle par des gens qui ne sont pas de la maison, on est un consensus, c'est ce vin-là qu'on préfère, et donc que ce soit le nôtre. Donc on essaie vraiment donc c'est vrai que quand tu arrives à ce genre de rendez-vous et que ça se passe comme ça, tu te dis on n'a pas fait tout ça pour rien, c'est chouette. Ouais. Maintenant, la sommellerie, malheureusement, c'est pas là où tu vas faire le plus gros de tes volumes, mais effectivement que c'est là où tu vas créer ta marque, où tu vas pouvoir montrer aussi que c'est devenu très sérieux. C'est un premier pas vers le monde journalistique aussi un petit peu, peut-être. Oui, effectivement. Alors effectivement, le journalisme est évidemment très proche de ça. C'est aussi un pas vers plein d'autres partenariats avec la nourriture, avec tout ça. Donc, tu vois, on travaille notamment grâce à ça. On travaille beaucoup avec le groupe Bellota qui fait des produits extraordinaires. Je pense que c'est aussi parce qu'ils nous ont vus dans quelques endroits, parce qu'ils ont été rassurés sur la qualité, parce que tout ça. Et donc là, on s'amuse en ce moment à faire plein d'accords mévins, plein de choses avec eux. C'est la suite des choses. C'est clair, oui, ça travailler avec eux, c'est un vrai bonheur. Et j'invite tout le monde à goûter leurs produits, c'est vraiment super. Donc, Et donc en 2019, votre première cuvée sort. Ouais. C'était quoi le départ? Il y avait une cuvée seulement? Il y avait une cuvée qui était celle-ci.
D'accord. et qu'on a vite décliné avec une deuxième cuvée qui était une version brute, une version extra brute qui était encore plus extra brute que la brute, si je puis dire. Et, euh, et ensuite de cela, on a été chercher un autre cépage qui est le pinot noir. On a fait un 100% pinot noir, un blanc de noir. Dans la même année? L'année d'après. L'année L'année d'après. d'après. Et là, pareil, on a eu une très belle surprise que c'est donc quelques temps qu'on travaillait dessus, hein, forcément, et on a été sélectionné à l'aveugle par Le Monde parmi, je sais plus, je crois qu'il y avait 250 blancs, 250 vins et dans les trois. Et donc quand ils nous ont appelés, ils nous disaient bah voilà, vous faites partie des trois. On était nous-mêmes surpris parce que du coup, l'habillage de la bouteille était hyper clivant, tu vois. Donc, mais du coup, j'étais hyper surpris de savoir que c'était ça que j'ai préféré. Génial. Mais donc ouais, c'était assez génial. Et donc après, donc on a évidemment eu un triptyque. Grève, gilets jaunes, Covid, qui n'ont pas été les plus porteurs. Donc Bah oui, surtout que si vous êtes lancé en 2019, c'était voilà. plein fouet, quoi. Donc ouais, non, c'était pas la meilleure période, mais bon, c'était comme ça. Et finalement, ça nous a permis de prendre du temps sur d'autres choses, d'apprendre à se connaître, de se renforcer, de développer pas mal notre outil digital aussi, et donc et de rebondir. Et finalement, ça, je pense, pas été si mauvais que ça, parce on a fait des très belles croissances. Et à la suite de cela, on a fait évoluer l'année dernière, donc en 2022, l'été 2022, la marque vers cette nouvelle plateforme qu'on a aujourd'hui, avec donc ce côté plus contemporain, plus premium aussi, et c'est vrai qu'il rencontre un succès qui nous dépasse pas mal parfois, mais bon, c'est un bon problème, on va pas s'en plaindre, Ouais. et qui nous permet aujourd'hui d'être distribué dans 35 pays, dans les plus belles tables du monde. Génial, 35 pays. Donc ouais, non, Ça va on est assez vraiment vite, content, et d'avoir une équipe qui est hyper engagée, passionnée comme nous, et je crois beaucoup à l'énergie de l'équipe qui permet vraiment le développement de la boîte, et en fait tout le monde aujourd'hui a cette même conviction qu'on est en train de développer, on a développé une jeune maison de champagne, mais qui a de très très belles jours, très belles heures devant elle, parce que on propose des bons produits avec une belle approche. Et après, la route est encore hyper longue, on a plein d'autres choses à faire, plein de problèmes au quotidien. Évidemment, là, je te raconte tout le côté facile, hein, mais bon, tu vois, j'ai été très rapide sur le triptyque grève, gilet jaune, Covid. Tu l'as pas vu, mais avec autant d'optimisme. Ouais, c'était un peu plus long à vivre qu'à raconter, hein, tu vois, mais bon, c'était comme ça. Et c'est ce qui nous a permis après ensuite de répliquer sur la Provence, du coup. Ouais. Alors, sur une approche un peu différente, mais toujours avec cette volonté de travailler avec des coopératives, avec des vignerons. L'approche un peu différente parce que du coup, la vinification, elle, on la sous-traite un peu moins parce que c'est beaucoup plus rapide comme cycle, donc on a notre cuverie dans laquelle on vinifie. Et là, on n'est pas sur 30 mois. Non, voilà, c'est beaucoup plus rapide. On est sur 6 mois plutôt. Oui, c'est ça, grosso modo, c'est à peu près ça. Hein, donc, alors, sauf sur les blancs, là, le blanc, bon, il va rester plus longtemps, mais bon, voilà, sur le rosé, c'est beaucoup plus de la recherche de la fraîcheur, du fruit, et donc c'est des vins qui sortent assez rapidement. Et donc, avec une méthode de vinification différente. Mais qui du coup est venu s'intercaler parfaitement dans le portefeuille, si tu veux, où il n'y avait qu'une marque, donc maintenant il y en a deux, avec Au Rose, donc Au Rose en Provence, qui vient, tu t'en parlais quand je suis arrivé, qui vient combler la saisonnalité un peu faible du champagne l'été, et qui là, pour le coup, là, l'été, c'est vraiment ça carbure un peu. C'est là où tout se passe, et qui pour autant, généralement les acheteurs achètent du rosé et du champagne, donc ça vient s'intercaler, et de l'autre côté, en fait, on avait plein de demandes clients qui nous disaient, mais en fait, on adore ce que vous faites en Champagne, est-ce que vous voulez pas faire quelque chose en Provence? Et donc on s'est intéressé au sujet, et pareil, vous avez des vins du coup de 100% d'un seul terroir, avec un sucre très faible, l'identification claire des cépages. On est contre les vracs de vrac. On essaie vraiment de faire des vins de terroir. Ce qui est peut-être encore plus difficile pour le coup qu'en Champagne, non? Ah oui. Parce que non, mais la traçabilité en Champagne, vu que toutes les parcelles sont ultra morcelées déjà, on va dire historiquement, c'est peut-être un petit peu plus simple en Champagne que. Ouais, c'est clair. En Provence. Oui, non, il n'y a pas de comparaison possible, effectivement. Non. Et il y a un petit truc dont on n'a pas parlé que je trouve assez intéressant. On a un petit visuel sur l'étiquette ou sur le dos de l'étiquette. Je vois qu'il y a beaucoup d'infos. Ouais, effectivement. Tu peux nous expliquer un peu ce choix? Moi, je trouve ça super intéressant parce que, bon, de temps en temps, on n'est pas forcément avec un sommelier pour nous expliquer tout ça. Exactement. Donc, pour ceux qui regarderont la vidéo, ils ont la chance d'avoir... très rapidement, on mettra peut-être une photo quelque part qu'ils pourront trouver sur les réseaux sociaux éventuellement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, très tôt, ce qui est drôle, c'est que ça fait partie vraiment des 3 éléments les plus appréciés, et celui-ci en numéro 1 par nos consommateurs. Les 2 autres étant la pastille thermosensible et les petits mots qu'on cache un peu partout à droite à gauche dans l'expérience de la bouteille. La volonté, ça a été, comme je te l'ai dit, d'être très transparent, d'offrir une traçabilité assez forte, et de pouvoir parler simplement du produit. Tu vois. Alors là, je suis tombé parfois un peu dans la technique, mais je m'efforce vraiment toujours d'essayer de parler simplement du vin. Déjà parce que moi-même, je suis pas un technicien extraordinaire à pouvoir te déceler des points de bourgeon de cassis ou ce que tu veux dans le vin.
bon, là, je pense déguster correctement, mais voilà. Visiblement, en tout cas, le comité de dégustation est assez bon puisqu'ils ressortent dans les classements. Donc... Bah, écoute, oui, enfin, ça, effectivement, tant mieux. Mais en tout cas, voilà, la volonté, c'était de se dire comment on peut fournir un maximum d'informations aux consommateurs sans tomber dans un truc trop technique. On était un peu dans les deux opposés en Champagne. C'était que soit on avait des contre-étiquettes hyper, je dirais, génériques, où il y avait zéro info, soit tu avais des contre-étiquettes hyper techniques, où tu avais toutes les infos, mais alors si tu connais pas le truc, c'est cuit. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc on a voulu créer vraiment la carte d'identité du vin, donc chacune de nos cuvées a vraiment sa carte d'identité en contre-étiquette. Et où on parle simplement du vin. Donc tu vois, si on prend cet exemple-là, Ouais. bon, bah, tu vois, tu as le lieu de naissance où on te dit bah, les coteaux du Cézanne, avec toujours le petit lien avec une histoire à vélo, donc à 3h30 de vélo depuis Épernay, en roulant vers le sud. La composition, donc 100% chardonnay, avec qui on a fait ce vin, donc avec un groupe de vignerons à Beton, dont je parlais. Une définition du terme épicurien, bon bah ça c'est pour ramener un peu ça, et ensuite des jauges qui te permettent de savoir un peu le taux de sucre, donc 5 grammes, mais en fait il y a plein de gens pour qui 5 grammes ça parle pas, tu vois. Donc on a fait des petites tâches qu'on remplit, bah 5 grammes on est vraiment dans la fourchette basse du sucre en Champagne, la moyenne est plus aux alentours de 10-12, et en fait une fois que tu commences à goûter des vins en extra brut, c'est très dur de revenir sur des vins plus sucrés, parce que bah, c'est comme le sel en cuisine, tu vois, si tu en mets trop... Ouais, ça gomme des défauts, ça gomme des choses, mais surtout ça peut gommer des qualités, quoi. Et donc faut jamais trop salé, faut jamais trop sucré, ben, voilà, c'est un peu comme ça qu'on le voit. La fraîcheur, le côté fruité du vin, et donc comme ça rapidement, en quelques secondes, tu vas pouvoir savoir à peu près face à qui t'as affaire en termes de champagne. Et évidemment donc une pastille thermosensible, chose très importante. Ça c'est venu, tu vois, à la suite justement lorsque j'étais en Corse. À la suite d'une journée, c'était l'anniversaire d'un de mes amis, et un de ses autres amis lui amène un super magnum d'un grand champagne. Et il lui amène, et le magnum de toute évidence n'avait pas été mis au frais. Et il l'amène, et je vois mon ami qui me dit que je vais l'ouvrir. Je dis attends, mais comment ça tu vas l'ouvrir? Et il me dit ouais, je vais l'ouvrir. Je dis ok, bon, tu veux l'ouvrir. Déjà, bon, je me dis bon, c'est peut-être pas le moment. Je suis pas sûr que c'est le moment, c'est un peu dommage. Et évidemment, il l'ouvre, le bouchon part au plafond, il y a de la mousse partout. Non, il était bouillant, et quand je lui ai dit, mais tu sais, il était pas frais, il me fait, mais j'en ai aucune idée, c'est voir s'il était frais ou autre. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Et donc, on a mis une pastille thermosensible. J'ai besoin de ce truc. Bah, tu vois, quand on est arrivé, elle était bien bleue. Ouais. Là, elle est pastel, quoi. Très pastel. Ouais. Donc, le vin est de moins en moins frais. Ça veut pas dire qu'il faut frapper le vin, c'est juste avoir la bonne température. Et quand c'est à la bonne température, ça devient bleu. Donc là, tu le sers, et comme ça, tu es sûr d'avoir la meilleure expérience possible. Après, évidemment, tu peux te dire, bah, sur un millésime, tu vas peut-être le laisser un peu plus réchauffer pour que ça s'ouvre plus ou autre. On a pris une température qui pour nous fonctionne avec quasiment tous les vins. Ouais, qui est autour de quoi, 8-10 degrés? Oui, c'est une dizaine de degrés exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Et parce que bah, trop froid, ça ferme un peu les arômes, trop chaud, bon, c'est pas hyper agréable. Donc il faut trouver le juste milieu. Et ça, c'est pareil, ça plaît pas mal parce que bah, c'est un petit point de contact, même pour les restaurateurs ou autres. Ils ont mis au frais, ils savent pas laquelle est fraîche, ils regardent, bon bah voilà, on prend ça, on l'a. Ouais. Et donc ça voilà. Donc voilà la contre-étiquette, comment elle s'articule. Ouais, c'est marrant, on sent quand même qu'il y a une... Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est cette approche consommateur à chaque fois de se dire ok, mais moi en fait c'est quoi mes problématiques quand je consomme un champagne. Bon, déjà je sais pas choisir, donc comment est-ce que je fais pour démarquer la marque, on va dire. Je comprends pas d'où elle vient, qui l'a produite, etc. Si j'ai pas un professionnel, comment est-ce que je fais pour comprendre d'où elle vient, etc. Donc il y a une carte d'identité, j'ai bien aimé la manière dont tu l'as dit. Et tu as dit d'ailleurs à qui j'ai affaire et pas à quoi j'ai affaire. C'était assez marrant. Et dernière chose, c'est est-ce que je le déguste à bonne température, ce qui est une problématique qu'on retrouve pas seulement en Champagne d'ailleurs, mais sur tous les vins, et c'est la problématique. Même sur un vin rouge, hein, tu vois, on pourrait croire, il y a des vins rouges qui méritent de la fraîcheur, d'autres un peu plus de chaleur. Bon. Non, je suis d'accord, c'est un vrai sujet. Vous développez ça pour le rosé aussi? Ouais, on a exactement la même chose sur le rosé, donc sur le blanc qui arrive aussi. Parce que, alors le rosé, nous évidemment, on est un peu contre le fait de mettre des glaçons hauts, on peut comprendre les gens qui le font. Donc c'est pour ça qu'on a quand même mis cette pastille pour vous dire, là vous n'aurez pas besoin de glaçons, donc buvez-le comme ça, et là vous aurez toute l'expression du vin. Après, si vous voulez mettre des glaçons, vous faites ce que vous voulez, le principal c'est que vous preniez du plaisir, nous on n'est pas là pour juger, donc voilà. Oh, c'est chouette. Bon, et c'est quoi les projets un petit peu pour bon, sachant qu'il y a déjà pas mal à faire, mais... Ouais, non, mais il y a pas mal à faire. Les projets, ben, il y en a plusieurs. On va sortir des nouvelles cuvées. Donc je t'ai dit, sur Eau Rose en Provence, on va sortir une cuvée en blanc. Ouais. En Champagne, on va sortir un 100% meunier.
Ok. Donc 100% Pinot Meunier, pardon. Donc une autre sorte de blanc de noir, si je puis dire, qui vient d'un terroir vraiment bon pour le meunier dans la vallée de la Marne, qui est un joli terroir. Donc on va offrir une étape supplémentaire à notre voyage champenois. De l'autre côté, on a un développement en France qui continue, et un développement à l'export qui a pris une certaine accélération cette année. Tant d'un point de vue export un peu mondial avec le travel retail, où on travaille maintenant avec Lagardère. D'accord. Donc on est dans les aéroports, ce qui est assez dingue de se retrouver avec toutes ces grandes maisons. Nous, en 4 ans, on se retrouve à côté des plus grandes, c'est assez génial. Oui, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais c'est quand même récent. Toutes les maisons de champagne les grandes maisons ont plus de 100, 150 ans pour la plupart, franchement. Donc c'est assez impressionnant en 4 ans d'avoir réussi, c'est un joli succès. Ouais, c'est chouette. Après, voilà, on est sur un château de cartes, la route est encore longue, il y a plein de choses à faire, mais c'est vrai que pour l'instant ça va bien. On a eu la chance de signer avec un très bel importateur qui s'appelle Berkman en Angleterre, qui est le troisième marché mondial. Donc on va développer pas mal l'Angleterre l'année prochaine aussi. Ça, c'est un sacré projet. Et ensuite, on a eu la chance d'être sélectionné pour être le champagne de toute la business class et de tous les lounges de la compagnie Etihad Airways. Donc pour ceux qui suivent le foot, notamment les propriétaires du club de Manchester City. C'est ce à quoi j'ai pensé. Voilà, et ben du coup, c'est une des plus belles compagnies du monde. Donc on a été sélectionné, ça a été pareil, une super nouvelle. Donc ça, pareil, il va falloir aussi accompagner ce genre de partenariat, apprendre à bien travailler ça. Et vous êtes combien là du coup aujourd'hui on est une grosse vingtaine de personnes dans l'équipe. D'accord. Et après on a un certain nombre de personnes avec qui on travaille de manière plus ponctuelle. C'est aussi beaucoup de partenariats, étant donné que la distribution est assez éclétée. Bien sûr. Par pays et en France par région, je suppose. Exactement. Il y a une question de... Ouais, parce que si tu prends toutes les personnes qui sont quasiment pas dédiées, mais qui travaillent très souvent avec nous, en plus on est très nombreux. Après en salariat, on est une grosse vingtaine de personnes. Ce qui est déjà beaucoup, ce qui est beaucoup en soi pour une maison de champagne. Et là on a parlé que de la partie aval, mais amont aussi. Mais c'est ça dont je parlais, exactement, c'est ça dont je parlais évidemment. Et en aval, après on a aussi certains évidemment agents commerciaux à l'export un peu en France. Donc oui, il y a un petit peu de monde, mine de rien, mais c'est ce qui est nécessaire pour transmettre cette qualité de vin, transmettre cette émotion, cette passion qu'on a autour, et essayer de venir prendre une place dans cet échiquier champenois, effectivement, dominé par des maisons centenaires. Donc, mais bon, c'est ça qui est sympa aussi. Ouais, c'est super chouette. Et du coup, vous avez combien de cuvées là aujourd'hui sur la partie On a 9 cuvées aujourd'hui. Ok, on est parti de 1 à 9. Ouais, là, on est en 2023, ça fait 4 ans. En 4 ans, ouais. Ça va vite. Oui, ça va vite. En fait, on a une partie de notre gamme. Donc on a vraiment la gamme, les permanents, quoi, les grands classiques. Et ensuite, on a vraiment des pépites qu'on vient chercher. Ça, c'est notamment sous l'impulsion d'Hervé, qui était donc la personne chez Bollinger, Ayala, qui est actionnaire chez nous. Sur des cuvées millésimées, sur des cuvées parcellaires ou autres, des coopératives ou même des vignerons indépendants ont souvent des cuvées qu'ils ont encore en cave, qu'ils n'arrivent pas à commercialiser, qui sont des merveilles et qu'il faut un peu retravailler. Donc on retravaille le vin en cave, on modifie 2-3 trucs, mais qui en fait méritent tellement d'être découvertes. Donc c'est aussi ce qui nous a permis de sortir des cuvées assez rapidement, c'est d'aller chercher des vieux millésimes, des choses comme ça. Tu vois, quand je dis qu'on commercialise 2009-2011, c'était pas nous à la base. Donc, oui, parce qu'il y a beaucoup on est rentré beaucoup dans la dizaine, on va dire, des années 2000. Bien sûr. Pour beaucoup de maisons. Bien on sûr. Fini les années 2008-2009, etc. On est plutôt exactement. Sur 2012, 2014. Voilà, exactement. Là où nous, tu vois, on va commencer 2011. Là. Donc on en est encore là. Et tu vois, c'est ce qui nous a permis aussi de sortir ces cuvées-là et de faire découvrir aux consommateurs, mais des cuvées extraordinaires. Enfin, moi, on a dégusté des choses. J'étais avec quelqu'un, justement, qui a le Master of Wine, qui est un peu le nec plus ultra en l'or. Et on dégustait un peu tous les produits qu'on est en train de travailler en ce moment. Et il y a vraiment des choses mais extraordinaires, quoi. Donc, et qui mériteraient d'être connues. C'est un peu notre mission, du coup, c'est de sortir ça, de faire découvrir ces cuvées-là et de montrer qu'on peut encore trouver des cuvées d'exception un peu à droite à gauche qui pourront un peu oublier, quoi. Donc oui, donc ça a aussi un système donc non seulement gustativement c'est hyper intéressant, mais puis c'est aussi un système vertueux pour les vignerons. Bien sûr. Parce que même si la Champagne va bien, de manière générale, il y a des vignerons qui ont encore des produits et qu'il faut pouvoir valoriser aussi. Bien sûr, et puis il ne faut jamais se reposer sur... effectivement, c'est vrai que depuis la 18 mois, on a vécu une très belle période. Si on regarde les chiffres sur le marché global depuis 2-3 mois, on voit qu'on est un peu plus dans un cycle baissier que haussier. Mais... Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais relâcher l'effort et toujours continuer. Donc c'est vertueux pour tout le monde. Et je dirais même le plus vertueux, c'est pour le consommateur, parce qu'il y a vraiment des trucs incroyables à découvrir. Alors, c'est super intéressant. J'aime bien demander un petit peu quelle est la dernière petite découverte œnologique que tu as faite, la dernière cuvée que tu as dégustée qui t'a un petit peu marqué. Il y en a pas mal. Donc, ouais, tu peux en citer pas plusieurs, mais...
Écoute, en Champagne, qu'est-ce que j'ai goûté qui vraiment m'a vraiment touché récemment? Les champenois sont très champagne. Ouais, non, mais après, non, mais c'est vrai que Non, non, je fais ça, je je pourrais fais ça. sortir du, c'est vrai que je pourrais sortir du, Non, non, mais tu es libre de choisir la cuvée que tu veux, je vais pas te la poser, au contraire. Le but, c'est que tu parles de ce qui t'a marqué. bah non, mais tu sais quoi, je vais te parler d'un vin corse du coup. Je vais te parler d'un vin corse qui est, je pense, assez connu, mais j'avais pas goûté toute leur cuvée. Et j'ai goûté une maison qui s'appelle pas une maison, un vigneron qui s'appelle Santarmetou Ok, et je vois très bien. qui fait des rouges vraiment assez incroyables. Et moi, j'avais jamais goûté leur blanc et j'ai goûté un blanc qui, franchement, était assez intéressant. Donc je dirais ça. Moi, je trouve que les vins corses, il y a des trucs vraiment incroyables. Alors, je m'éclate surtout sur les blancs et rouges en Corse, mais en blanc, vraiment, je trouve qu'il y a des trucs extraordinaires. Vraiment Ouais. extraordinaires. Voilà. En plus, c'est le moment aussi de tester des accords. Moi, je trouve que, bon, forcément, le champagne pour les fêtes, ça fonctionne très bien. Bien sûr. Pensez à votre verre Lehmann et à votre belle bouteille, on va dire, pour les fêtes. Mais c'est aussi le moment, je trouve, où on peut tester. Il y a plein de monde autour de la table, souvent, et on peut sortir des bouteilles et se dire, bon, allez, on va essayer ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et on ose ouvrir des bouteilles qu'on n'ouvrirait Ah pas bah, je suis toujours. totalement Donc, d'accord. Tu vois, j'ai acheté, il y a quoi, il y a 15 jours, j'ai acheté 24 bouteilles, toutes différentes, en deux fois à chaque fois. Donc en fait, 12 bouteilles ouais, différentes. J'en connais aucun. De génial. régions de partout. Et je vais les amener à Noël et on va déguster, on verra. Et c'est des budgets qui vont de 10 euros à 30 euros. Ok. Tu vois, et peut-être 40. Bon. Mais, et du coup, j'ai demandé un peu à Noël à tout le monde. Et tout le monde va cotiser un peu, on va déguster tout ça. Il y aura sûrement des trucs pas terribles, il y aura sûrement des trucs très bons. Et donc ça va être, je pense, une expérience assez cool. Et personne connaît les vins. Génial. Donc ça, c'est cool. Ouais. Ah ouais, On va voir. c'est quelque chose Mm. d'initiatique un peu sympa. Ouais, c'est chouette. Ton coup de cœur peut-être au niveau de la maison EPC, une cuvée qui t'a marqué, soit dans sa conception, soit dans sa dégustation un petit peu. Alors, dans sa conception, il n'y a pas de débat, c'est sur la cuvée qu'on fait avec Franck Pascal, qui est un des précurseurs de la biodynamie en Champagne et qui fait des vins d'émotion extrêmement pointus, extrêmement particuliers. Enfin, moi, je trouve vraiment qu'il se passe quelque chose quand on boit cette cuvée. On commercialise un millésime avec lui. Vinification naturelle, fermentation malolactique faite naturellement, pas de sucre. Enfin, bref, moi je trouve ça sans sulfite, sans soufre, sans rien. Donc je trouve ça assez extraordinaire dans la conception et donc dans la dégustation, quand tu as conscience de tout ce qui s'est passé, du temps et de l'énergie, tant dans les vignes que dans tout ce qui a été fait, je trouve que ça donne une dimension au vin qui est extraordinaire. Et sinon sur la gamme, après moi j'aime beaucoup tout. J'avoue que le grand cru blanc de blanc qu'on fait avec Avise, moi c'est peut-être ce que je préfère, mais après c'est encore une fois très personnel, hein, les goûts et les couleurs. Mais je trouve qu'on est vraiment sur une signature des grands blancs assez fantastique. Voilà. On sait pourquoi c'est en grand cru. Voilà, bon, après c'est sûr, après je pense qu'il y a d'autres grands crus qui sont pas forcément terribles. Bien Eux, sûr. ils ont eu la chance de savoir très bien exploiter le terroir dans lequel ils sont. Euh, donc bon, voilà, je pense que c'est ça, c'est là où... Tu vois, il y a des grands crus sur d'autres, je ne citerai rien, mais où je préfère largement d'autres régions que les régions auxquelles on pense tout de suite, tu vois. Donc, mais je pense que c'est comme dans n'importe quelle région, tu vois. Oui, oui, oui. Donc, Bon, il y a une pâte aussi. bien sûr, bah oui, non, mais c'est clair. La pâte du vigneron, la pâte du travail dans les vignes, dans la cave. Il y a tellement de choses qui se passent sur ton vin que tu as tellement. Et en Champagne, tu as énormément d'axes d'influence. Hein, donc tu as plein d'outils pour jouer sur ton vin. Et c'est ce qui en fait un vin très, très complexe à faire aussi, hein, qui demande beaucoup de minutie et où la moindre erreur est payée très très vite cash quand même. Hein, donc, Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2024 alors? Parce que ça arrive à grands pas. ouais, je pense juste d'être heureux. Hein. Je pense que c'est pas mal. Hein. Nous, c'est ce qu'on dit toujours dans l'équipe. On dit toujours est-ce que ça vous rend heureux de venir? Est-ce que vous êtes heureux de travailler? Est-ce que ça répond à votre quête du bonheur? Tu vois, c'est toujours la question qu'on pose. Et si c'est oui, bah c'est qu'on est au bon endroit. Sinon, non. Donc, si on arrive à rester heureux, et on sera heureux par plein de choses, du coup. Ouais. Donc, c'est très vaste. Hein, mais donc, on sera heureux, je pense que si toute l'équipe va bien, si bah, évidemment, à titre personnel, ça va bien, mais aussi si les produits sont à la hauteur de nos attentes et de nos espérances aussi, si les clients se retrouvent dans ce qu'on essaie de leur transmettre. Tu vois, c'est la juxtaposition de plein de choses qui créeront, je pense, le sentiment du bonheur ou non, mais j'espère que ce sera le cas. Oui, Voilà. en tout cas, je trouve ça très chouette de répondre collectivement quand je te pose la question, mais c'est chouette de mettre en avant encore à nouveau l'équipe comme tu l'as fait au début. Bah non, mais c'est normal, je pense qu'on ne serait pas grand-chose sans eux, hein, donc voilà. Bah ouais, non, mais c'est vrai, on en parle pas tout le temps assez, mais bon,
C'est une chaîne de valeur, comme tu le dis, qui a beaucoup d'acteurs, et ça fait vivre beaucoup de monde, hein, en France, mais à l'étranger aussi. Je le répète, c'est 500 000 emplois, plus de 500 000 emplois dans le vin en France. C'est le deuxième acteur qui emploie le plus de personnes en France, derrière le secteur public, le service public. Donc voilà, voilà ça a de l'impact aussi sur énormément de monde. Puis c'est une signature française, c'est une vitrine française incroyable, le vin, donc faut pas l'oublier. Ouais, on met pas n'importe quel effervescent chez Etihad, on met du champagne et de chez EPC. Ouais, ça c'est clair. En tout cas, ceux qui n'ont pas encore dégusté, je vous invite à déguster, vous verrez après, vous ferez une idée, mais en tout cas, j'espère que vous ressentirez la passion qui est la nôtre et l'énergie qu'on met dedans. Et ben, en tout cas, on l'a bien ressenti pendant ce podcast. Moi, je l'ai bien ressenti. Et je te remercie pour ça. Merci à toi, merci à vous de m'accueillir, c'est cool. Et puis, d'échanger comme ça. Et puis, bonne dégustation à tous pour les fêtes de fin d'année. Bonne dégustation dans les bons verres. Hein. Exactement. C'est important aussi. C'est très bien ça. Avec les bons vins aussi, bien entendu. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout. Et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout, si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vini Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci et à bientôt pour une nouvelle rencontre.